Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de ce journal, le procès du Tramadol, le feuilleton judiciaire le plus suivi au Tchad en 2020. Une affaire dans laquelle plusieurs cadres civils et militaires ont été arrêtés et condamnés. Une première dans l'histoire du pays où des proches du pouvoir ont fait face publiquement à la justice. Des intrants agricoles en faveur de 400 jeunes au Gabon, du matériel fourni par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une nouvelle étape dans le programme Gabon Famille Verte, initié par le gouvernement en cette période de confinement. Et un mini-tournoi en préparation du Chan 2021. Le pré-Chan a débuté ce vendredi à Yaoundé. Organisé par la FECAFOOT, il doit permettre au Lion A de commencer la compétition dans des conditions optimales. Mais tout d'abord, il y aura un deuxième tour pour l'élection présidentielle au Niger. Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur, dauphin du chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou, et Mahaman Ousmane, ancien président de 1993 à 1996, sont qualifiés. Selon les résultats provisoires, encore incomplets, annoncés ce samedi par la commission électorale, Mohamed Bazoum serait en tête, mais ne dépasserait pas la barre des 50% pour l'emporter dès le premier tour. Cela a été sans aucun doute le procès le plus retentissant au Tchad en 2020. Il s'agit du procès du Tramadol, du nom de ce médicament parfois consommé comme une drogue, dont des cargaisons en direction de la Libye ont été interceptées en janvier 2020. Dans cette affaire hors norme, des cadres civils et militaires ont été condamnés. Retour sur ce procès avec notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Claude Bessard. Au Tchad, l'année 2020 a été marquée par un procès passionnant de trafic de stupéfiants impliquant les hauts cadres de l'État. Courant janvier 2020, des cargaisons de stupéfiants ont été saisies par les douanes à l'entrée sud de N'Djamena. Après une enquête judiciaire, plusieurs cadres civils et militaires ont été arrêtés et condamnés par la justice, dont le général Togoud Abbas Romaïdé. Mais la condamnation de ce dernier a suscité la polémique au niveau national parce que certains analystes estiment que le seul lien qui relie l'officier à cette affaire est la vente de 2 véhicules à un acquéreur qui en a fait un mauvais usage. Je pense que le général Togoud Abassoro Maïdé, qui est un haut cadre qui a assez servi, vraiment servi, et un cadre loyal, respectueux de sa hiérarchie militaire, est connu pour sa bonne réputation. Mais curieusement, on l'accuse d'un faux. Tantôt, l'attestation de vente établie entre celui qui a acquis le véhicule entre ses mains et lui-même, qui est un acte sous seing privé, en quoi cela pouvait être véritablement constitué d'un faux comme il se doit. La preuve matérielle selon laquelle il serait impliqué à un trafic, autant pour moi, au trafic des stupéfiants, aucune preuve matérielle n'a été rapportée contre lui. Ni en l'instance qu'en appel. À l'issue des procès très médiatisés, des vocaux attribués à un cadre de l'Agence nationale de sécurité qui serait le commanditaire et le planificateur de ce réseau de trafic de stupéfiants ont circulé sur les réseaux sociaux. Ce dernier aurait même tenté de corrompre les services de douane pour libérer les marchandises illicites. Par ailleurs, le fait que les procès se sont déroulés précipitamment, certains analystes estiment que le pays veut sacrifier ses officiers pour se blanchir de cette affaire auprès de la communauté internationale. Le fait que cette condamnation ait été de manière univoque et très rapide, où on n'a pas fait la différence entre complices, entre coupables, entre qui doit être déclaré non coupable, c'est une distribution automatique des peines tendant à satisfaire l'opinion nationale et internationale pour couvrir, semble-t-il, un réseau qui serait quelque part en train d'importer des produits des produits illicites. Notons que les convoyeurs des véhicules transportant les stupéfiants n'ont pas été auditionnés et les documents de déclaration des marchandises à la douane qui donnent des informations précises sur le trafic n'ont pas été retenus comme preuve par la justice. Pour rappel, les journalistes qui ont fait des investigations sur cette affaire ont été menacés à plusieurs reprises par des personnes anonymes.
L'actualité également en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a gracié des condamnés à mort pour l'assassinat le 16 janvier 2001 de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, une mesure collective rendue à l'occasion du Nouvel An. Un prisonnier emblématique dans cette affaire, Eddie Kapend, fait d'ailleurs partie des bénéficiaires de cette grâce. Déjà le 30 juin dernier, le chef de l'État avait annoncé la commutation de leur sentence. Au Cameroun, le président Paul Biya a livré ce 31 décembre sa traditionnelle allocution à la nation. Le chef de l'État est revenu sur la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, mais il a également été question de l'organisation des élections régionales et de l'insécurité dans les régions anglophones. Nelly Claude Bessa. Le président de la République, Paul Biya, s'est adressé aux Camerounais dans son traditionnel message de vœux à la nation. Évoquant la situation sanitaire du pays, le chef de l'État a relevé que le Cameroun n'a pas été épargné par la pandémie de la Covid-19, dont les effets se font ressentir dans tous les secteurs d'activité. Face aux défis sécuritaires que vit le Cameroun, le président Paul Biya a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le président a salué la bravoure des Camerounais des régions anglophones qui coopèrent pleinement avec les forces de l'ordre afin d'arriver à bout des sécessionnistes qui perturbent la quiétude des paisibles populations. Ils ont pris conscience que ces gens-là n'agissent pas dans l'intérêt des populations. Je voudrais également saluer ici la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui n'ont pas failli à leur devoir de protection de l'intégrité du territoire national, des personnes et des biens. Elles méritent le respect et la considération de tous. Je les encourage à persévérer et à demeurer une force républicaine respectueuse des droits humains. Pour l'année 2021, le président camerounais entend poursuivre la réalisation de son programme de développement sur les plans économiques, social et culturel, assurer la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national et consolider la démocratie à travers l'accélération du processus de décentralisation au profit de 900 conseillers régionaux. L'un des temps forts de ce discours reposait bien évidemment sur le bilan politique qui était sanctionné par des élections législatives et municipales, mais aussi des élections régionales qui viennent compléter les dispositifs prévus par le processus de décentralisation. Le seul hic que l'on puisse retenir, c'est que le président de la République, lors de ses précédents discours de fin d'année, réservait des petits cadeaux à ses concitoyens par des effets d'annonce, surtout à l'endroit de la jeunesse qui de plus en plus éprouve des difficultés d'insertion dans le monde socio-professionnel. Fortement attaché aux valeurs de paix et d'unité, le chef de l'État a exhorté le peuple à demeurer uni et déterminé afin d'atteindre un taux de croissance de 8% pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Le taux de bancarisation en République démocratique du Congo n'est que de 15 à 17% de comptes actifs. Le système bancaire fait face à une méfiance de la population, ce qui favorise la thésaurisation, rétablir la confiance entre la population et les institutions financières, mais aussi inciter l'État à mettre en place des réformes. C'est donc le but de Bankers Club, une association de professionnels du secteur des banques et des assurances. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, selon le rapport fin 2019 de la Banque centrale du Congo, sur 33%, les comptes bancaires actifs tournent autour de 15 à 17%. Un faible taux qui se justifie entre autres par la méfiance de la population envers les systèmes bancaires. La faillite, il y a quelques années, de la BIAC, une banque non moins importante du pays, a renforcé ces sentiments qui favorisent par ailleurs la thésaurisation. Ça veut dire que nous devons être en mesure
de réduire le fossé qu'il y a entre le secteur bancaire, le secteur financier et le public. Parce qu'en fait, le public a besoin de consommer les produits financiers, mais il y a un certain nombre de points à régler, notamment la confiance dans le secteur qui doit être réglée. Et le Bankers Club a vocation justement à apporter cette vulgarisation, cette sensibilisation au public pour les amener à croire à ce secteur et puis à y adhérer. La RDC compte 17 banques en activité. Hormis la méfiance de la population envers le système bancaire, le taux de couverture des banques reste très faible. Les banques sont plus concentrées dans les grandes villes. Moi, je pense qu'il est important que notre gouvernement et notre banque centrale aient une stratégie spécifique de développement du secteur financier pour permettre aux banques existantes de s'étendre à travers le pays, mais surtout pour favoriser la naissance et la croissance des nouvelles banques. Je voudrais mentionner quelques secteurs dans le secteur financier qui ne sont pas couverts par les banques actuellement. Je vois par exemple le domaine de l'habitat. Lorsqu'un Congolais veut acheter une maison, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Créé en 2019, des banques Club qui réunit les professionnels de la banque, d'assurance, des finances et paiements mobiles se veut une structure de réflexion et de propositions pour une gestion saine du système bancaire. Le but étant de ramener la confiance entre la banque et les clients, mais aussi d'encourager l'État à s'engager dans les réformes pour un système bancaire plus fiable. Au Gabon, 400 jeunes ont reçu des intrants agricoles, un don de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'initiative entre dans le cadre du programme Gabon Famille Verte, lancé par le gouvernement le 13 avril dernier, afin de permettre aux familles de cultiver la terre pendant le confinement. Marie-Joëlle Ballot. Près de 400 jeunes Gabonais issus de diverses associations ont bénéficié d'intrants composés de semences agricoles, machettes, arrosoirs, rouleaux de tuyaux. Un apport en matériel agricole fourni par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Cette opération vise à encourager la jeunesse dans le développement de l'agriculture familiale qui entre dans le cadre du programme Gabon Famille Verte. Les divers appuis apportés visent à répondre ou participent de la résorption d'un certain nombre de faiblesses caractérisant l'agriculture gabonaise. Dans le cas d'espèces, ils pourraient s'inscrire dans le cadre de l'amélioration du système traditionnel de production en vue d'une augmentation de la productivité agricole. C'est un pas, il faut le reconnaître, mais beaucoup reste encore à faire. Le programme Gabon Famille Verte, qui a pour objectif d'ancrer au sein du noyau familial l'importance du retour à la terre, ambitionne en priorité d'aider les familles à produire leurs propres légumes à domicile, d'améliorer continuellement leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et à travers cette aide de faire des jeunes des futurs entrepreneurs agricoles. Les opérations agricoles demeurent pénibles, trop astreignantes et requièrent beaucoup de temps, ce qui parfois démotive les jeunes qui ne veulent pas s'engager véritablement. Il faut ainsi poursuivre avec la modernisation des infrastructures de production, par exemple, pour rendre ce secteur attractif et attrayant pour les jeunes qui y trouveront des emplois décents, rémunérateurs et permanents. Avec un taux de chômage estimé à 35,7% qui frappe en grande majorité les jeunes de 15 à 24 ans, le gouvernement gabonais, grâce à l'auto-emploi, trouverait une issue pour ces jeunes, mais aussi pour une amélioration de son économie. Le Pré-Chan se joue à Yaoundé jusqu'au 7 janvier avec 4 équipes qualifiées pour le Chan, le Cameroun, le Niger, la Zambie et l'Ouganda. Ce mini-tournoi organisé par la FECAFOOT doit permettre entre autres de mettre les joueurs dans les conditions optimales avant le démarrage du Chan que le Cameroun accueille du 16 janvier au 7 février prochain. Néleka Debessa. Le championnat d'Afrique des Nations 2021 arrive à grands pas et les pays engagés peaufinent leur préparation. À cet effet, le Cameroun organise un mini-tournoi quelques jours avant le début du Chan, prévu le 16 janvier 2021. Le tournoi dénommé Mini-Chan se joue du 1er au 7 janvier 2021 à Yaoundé. Sur les tablettes des sélections invitées à ce tournoi, on retrouve le Cameroun, pays hôte, le Niger,
l'Ouganda et la Zambie. Les équipes en place livrent déjà leurs attentes par rapport à cette compétition. Je pense que l'objectif, c'est de faire au moins ce qui a été fait en 2011, c'est être capable de sortir de ces poules et éventuellement tenter d'amener la barre un peu plus haute. C'est pour faire comprendre à tout le monde que la tâche qui nous attend ne sera pas facile et qu'il faudrait véritablement trouver les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter et rééditer notre exploit. Si c'est un exploit, au moins notre possibilité déjà de sortir de cette poule. Et après, le reste, ça va être le bonus. Cette pré-compétition arrive à pic pour les participants dans un contexte où la préparation, les déplacements et les championnats locaux ont fortement été perturbés par la crise sanitaire de la Covid-19. Ce tournoi constitue une belle répétition une semaine avant l'entame du CHAN, notamment sur le plan organisationnel et les mesures strictes à respecter en raison du coronavirus. Notre participation à ce mini-CHAN va surtout nous permettre d'avoir des joueurs en pleine forme. C'est une grande opportunité de nous acclimater avant le début du championnat. C'est également une forme de préparation car nous allons affronter de grandes équipes comme le Cameroun, le Niger et la Zambie. C'est donc une véritable mise en condition avant le début du grand championnat. Organisé en prélude au CHAN 2021, prévu au Cameroun, du 16 janvier au 7 février 2021, le mini-CHAN s'ouvre le 1er janvier 2021 avec en affiche Cameroun-Ouganda à 17h GMT au stade Omnisport de Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.